Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont accumulé un nombre massif d'armes nucléaires. Au milieu des années 1960, les États-Unis étaient en tête en termes de nombre, avec plus de 30 et 1000 armes prêtes à être déployées. L'Union soviétique a dépassé les États-Unis au milieu des années 1970, atteignant plus de 40 000 armes russes, en 1987. Des décennies après la guerre froide, la dissolution de l'Union soviétique et la signature de divers accords de non-prolifération, ces chiffres ont chuté à des niveaux plus raisonnables. L'ambition de la Chine de devenir une puissance mondiale en a fait un acteur tardif mais majeur. La puissance militaire croissante détient des centaines d'armes nucléaires. Cela signifie que les États-Unis doivent faire face non pas à un, mais à deux grands ennemis géopolitiques dont il est confirmé qu'ils possèdent des armes nucléaires. Voyons de plus près la comparaison des arsenaux nucléaires de ces trois puissances. Les projections possibles d'une guerre nucléaire entre eux, ainsi que ce qui pourrait et devrait être fait pour l'empêcher. Nous commencerons par les États-Unis, qui possèdent l'un des arsenaux nucléaires les plus avancés et diversifiés au monde. Selon la Fédération des scientifiques américains, les États-Unis disposent d'environ 3700 ogives dans leur stock nucléaire, prêtes à être livrées par des avions et des missiles balistiques. Parmi celles-ci, environ 1770 sont déployées, ce qui signifie qu'elles sont prêtes à être lancées, et 1930 autres sont en réserve. Assez étonnamment, cela fait des États-Unis la deuxième puissance nucléaire mondiale en termes de nombre, juste derrière la Russie. L'épine dorsale de la dissuasion nucléaire terrestre américaine est sans doute le missile balistique intercontinental Minuteman III. L'United States Air Force déploie 400 de ces missiles dans des silos souterrains, à travers le Colorado, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord et le Wyoming. Chaque missile peut emporter 3 ogives nucléaires et a une portée de plus de 6000 miles, permettant d'atteindre la plupart des cibles terrestres, depuis les États-Unis. Notamment, cela signifie que l'United States Air Force peut, en théorie, déployer 1200 ogives à tout moment. Cependant, on soupçonne que chaque missile ne dispose en réalité que d'une seule ogive déployée. Pour augmenter la portée globale et l'efficacité de zone d'un éventuel barrage de missiles en novembre 2025, le commandement des frappes globales de l'United States Air Force a aussi testé un Minuteman III non armé depuis la base Vandenberg Space Force en Californie. Le missile a parcouru environ 6760 km à travers l'océan Pacifique avant d'atteindre sa cible sur le site d'essai de défense antimissile balistique Ronald Reagan dans les îles Marshall. Le test GT-254 était notable car il a été lancé via le système de contrôle aéroporté depuis un E-6B de la marine. Le E-6B est un système de commandement de secours assurant aux E-6B la possibilité de lancer leurs armes nucléaires, même si les centres de commandement au sol sont détruits en cas de première frappe ennemie. Le général Sunil Davis, commandant du Global Strike Command de l'United States Air Force, a souligné l'importance de ces tests. En modernisant vers le système d'armes Sentinelle, nous devons aussi maintenir la préparation de la flotte actuelle de Minuteman III. Les missiles au sol ne représentent qu'un pilier de la triade nucléaire américaine. La composante maritime se compose de 14 sous-marins lanceurs d'engins de classe Ohio, chacun capable de transporter 20 missiles Trident II à ogives multiples. Ces sous-marins offrent une capacité de survie ultime. Ils peuvent rester cachés sous l'océan pendant des mois, pratiquement indétectables, prêts à lancer une contre-attaque dévastatrice. Même si les forces terrestres américaines sont détruites, il reste alors la composante aérienne. Cela comprenait auparavant les bombardiers B-52 Stratofortress et B-2 Spirit furtif, capables de larguer des bombes nucléaires à gravité et des missiles de croisière. Les États-Unis ont aussi conçu le B-21 Raider, un bombardier furtif de nouvelle génération capable de franchir les défenses aériennes les plus sophistiquées. Notamment, alors qu'il n'y a que 19 bombardiers B-2 déployés par les États-Unis, certaines estimations suggèrent que les forces américaines pourraient acquérir environ 100 B-21 au cours des premières années et augmenter jusqu'à environ 200 unités. Cela permettrait à l'United States Air Force de combiner des armes nucléaires et non nucléaires et de créer des escadrons de bombardement dévastateurs si le besoin s'en fait sentir. La multiplicité des systèmes
montre aussi que les États-Unis cherchent sans cesse à les moderniser. Le Minuteman, III d'origine, est en service depuis 1970 et doit être remplacé par le nouveau missile Sentinel à partir de 2029. Selon certaines projections, le nouveau missile devrait être modulaire et plus rentable à long terme, ce qui devrait idéalement aider l'armée à réduire les coûts de maintenance et à rendre l'arsenal plus pérenne. Les États-Unis développent également des options nucléaires tactiques, comme le Sea Launch, le missile de croisière nucléaire, ou Sea Launched Cruise Missile Nucléaire, conçu pour offrir des options de réponse plus flexibles. De plus, le président Donald Trump a signé un décret exécutif début 2025 pour développer un système de défense antimissile de type dôme de fer pour les États-Unis continentaux. Cela reflèterait le système qu'Israël utilise actuellement, qui est sans doute non testé face à des menaces nucléaires. À titre de comparaison, le dôme de fer a été constamment mis à l'épreuve par les frappes de missiles longue portée et de drones de l'Iran depuis l'escalade du conflit Israël-Hamas, à la fin de 2023. Jusqu'à présent, Israël a été relativement peu affecté par les missiles, et a réussi à repousser ou à détruire la grande majorité des projectiles entrants. Si le système dôme de fer américain est effectivement développé, il devra intercepter et neutraliser des missiles plus rapides, capables d'exploser en plein vol et d'irradier de vastes zones. Certains analystes ont suggéré qu'un tel système échouera finalement face à des scénarios réels. La destruction mutuelle assurée et les accords de non-prolifération sont des moyens plus sûrs de gérer les armements nucléaires. Maintenant, tournons-nous vers la Russie, qui possède l'arsenal nucléaire le plus important au monde, et peut-être le plus terrifiant. Elle maintient environ 4309 ogives nucléaires dans son arsenal, selon le bulletin des scientifiques atomiques. Avec environ 1720 ogives déployées sur des systèmes de lancement stratégiques, et 1500 autres armes nucléaires tactiques de différents types, en incluant les ogives retirées du service, qui attendent paradoxalement d'être démantelées. L'inventaire total de la Russie s'élève à environ 5460 ogives, soit pratiquement plus de 50 de plus que les États-Unis. La Russie, tout comme les États-Unis, possède la capacité de déployer ses ogives grâce à sa propre triade nucléaire établie. La force de missiles balistiques intercontinentaux terrestres de la Russie comprend environ 333 missiles déployés de différents types, les RS-18 et RS-28, basés en silo, le Sarmat, ainsi que les systèmes mobiles routiers, Topol-M et Yars-RS. Les lanceurs mobiles routiers sont particulièrement préoccupants car ils peuvent être déplacés à travers l'immense territoire russe, ce qui les rend extrêmement difficiles à cibler, lors d'une première frappe. Fin octobre 2025, le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait réussi à tester 2 de ses armes nucléaires les plus exotiques, le drone sous-marin Poséidon et le missile de croisière Buravestnik. Le Poséidon, parfois appelé une machine de l'apocalypse, est une torpille à propulsion nucléaire et à ogive nucléaire qui peut parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau avant d'exploser près des côtes ennemies. D'après certaines estimations, l'explosion d'un Poséidon près de la côte est des États-Unis recouvrirait les villes voisines de débris radioactifs, les rendant presque inhabitables. Poutine a déclaré que c'était la première activation réussie de la propulsion nucléaire de l'arme après un lancement sous-marin. Le Buravestnik, ou Skyfall, est un autre missile de croisière qui peut théoriquement voler pendant des heures, voire des jours, avant de frapper sa cible. Ceci est possible car le missile a un réacteur nucléaire actif qui le propulse, lui permettant de parcourir la Terre et d'atteindre sa cible. Le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a affirmé que le missile avait parcouru 8700 km et était resté en vol pendant 15 heures lors de son essai. Le renseignement norvégien a confirmé que le test s'est déroulé à Novaya Zemlya et que le missile a volé plus longtemps qu'avant. Le missile est en développement depuis 2016 et le cycle d'itération de 9 ans semble l'avoir amené à sa capacité opérationnelle. Ces 2 missiles, ainsi qu'une série de modèles plus petits, sont directement destinés à menacer les États-Unis par la supériorité du nombre. La Russie semble vouloir lancer un maximum de missiles depuis divers angles pour submerger les systèmes de détection et défense ennemis. Mais ce qui rend l'arsenal nucléaire russe le plus préoccupant, c'est la volonté des dirigeants russes de recourir à la menace d'utiliser ces armes, pour des différents mineurs.
Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, les responsables russes ont lancé des menaces nucléaires presque tous les mois. À ce jour, il y a eu plus de 50 cas documentés de ce type de rhétorique nucléaire de la part des dirigeants russes. Les menaces ont débuté avant l'entrée du premier char le jour de l'invasion. Vladimir Poutine a averti que quiconque tenterait d'intervenir ferait face à des conséquences que vous n'avez jamais vues dans votre histoire. 3 jours après, il a ordonné de placer les forces nucléaires russes en alerte spéciale, soit un niveau d'alerte renforcé. En septembre 2022, alors que les forces ukrainiennes lancèrent des contre-offensives réussies, Poutine a déclaré que la Russie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour défendre son territoire, ce qui a été largement interprété comme une menace nucléaire et a forcé l'OTAN à reconsidérer l'envoi d'armes plus modernes à l'Ukraine. L'ancien président Dmitry Medvedev a formulé des menaces encore plus explicites, suggérant que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine d'ici juin 2023. La Russie avait confirmé qu'elle déployait des armes nucléaires en Biélorussie, marquant la première fois que la Russie stationnait des armes nucléaires en dehors de son territoire depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et en novembre 2024, Poutine a approuvé une doctrine nucléaire actualisée, qui selon de nombreux experts, abaisse le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire, permettant à la Russie d'utiliser des armes nucléaires en réponse à des attaques conventionnelles d'un État non nucléaire, si celui-ci est soutenu par une puissance nucléaire. Bien sûr, la Russie a également été gravement touchée par la guerre en Ukraine. L'opération Toile d'araignée en 2025 a décimé la composante aérienne de sa triade nucléaire, en faisant passer clandestinement des drones à travers la frontière, jusqu'aux bases aériennes de Belaya et Orlenia, qui se trouvaient à des centaines de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'Ukraine a ciblé les bombardiers de nucléaire russes. Selon certaines estimations, environ 20% de la flotte a été endommagée par l'attaque, tandis que l'ampleur réelle de la destruction a été impossible à vérifier. Et la Russie cachera probablement les détails pendant des années à venir. On pourrait dire que cette attaque est l'une des tentatives directes les plus réussies de démantèlement des capacités nucléaires d'un autre pays. Les pertes de la Russie ont rendu ses actions dans la guerre de plus en plus erratiques et potentiellement imprévisibles. Avec la taille de son arsenal, la Russie pourrait aisément cibler la plupart des grandes villes et pays de l'OTAN et lancer une première frappe dévastatrice. Et puis il y a la Chine, qui connaît la croissance nucléaire la plus rapide de l'histoire moderne. Selon le rapport du Pentagone adressé au Congrès en décembre 2024, l'arsenal nucléaire de la Chine a dépassé les 600 ogives opérationnelles à la mi-2024. Pour mettre cela en perspective, il y a à peine 4 ans, en 2020, le Pentagone pensait que la Chine possédait environ 200 ogives. La Chine a triplé son arsenal nucléaire, et cette expansion ne montre aucun signe de ralentissement. Le Pentagone a prévu que la Chine disposera de plus de 1000 ogives nucléaires opérationnelles d'ici 2030 et continuera d'accroître sa force au moins jusqu'en 2035. Certaines estimations suggèrent que la Chine pourrait déployer jusqu'à 1500 ogives d'ici 2035. La Chine produit de nouvelles ogives à un rythme d'environ 100 par an. En ce qui concerne les missiles balistiques intercontinentaux, la Chine a déployé environ 462 missiles, soit plus que les 333 de la Russie. Cela inclut les Dongfang, 13 Dongfang, 41, et l'énorme Dongfang, 5, qui peuvent transporter plusieurs ogives à ciblage indépendant. Tous ces missiles balistiques intercontinentaux sont théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis, s'ils sont lancés depuis la Chine continentale. En septembre 2024, la Chine a testé un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis plus de 40 ans. Le missile Dongfang, 13 AG, a transporté une ogive factice dans les eaux internationales du Pacifique Sud. La Chine a décrit cela comme une mesure légitime et routinière, mais le test a clairement montré sa puissance croissante. La Chine a également dévoilé le nouveau missile balistique intercontinental Dongfeng, 61, capable de transporter plusieurs ogives et ayant une portée de plus de 12 000 km, mettant ainsi toutes les grandes villes américaines à portée. Mais la Chine développe également de tout nouveaux moyens de livrer les ogives, au-delà de l'utilisation des seuls missiles balistiques intercontinentaux. Prenez le test de la Chine en juillet 2021, pour ce qui semble être un système de bombardement orbital fractionné. Cette arme entre en orbite terrestre, fait le tour du globe, puis descend vers sa cible à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son.
Contrairement aux missiles balistiques traditionnels qui suivent des trajectoires prévisibles, cette arme peut manœuvrer en vol, ce qui la rend pratiquement impossible à intercepter. Selon l'agence de renseignement de la défense, la Chine pourrait disposer de jusqu'à 60 de ces missiles orbitaux, prêts à être déployés d'ici 2035. La Chine modernise aussi ses sous-marins type 094 avec de nouveaux missiles d'une portée de près de 9000 miles, ce qui permet aux sous-marins chinois de frapper les États-Unis depuis des eaux protégées près des côtes chinoises. En septembre 2025, la Chine a dévoilé pour la première fois les 3 éléments de sa triade nucléaire lors du défilé de la journée de la victoire, y compris le nouveau missile balistique aéroporté Jingleon, transporté par les bombardiers H-6N. Peut-être que le plus préoccupant est la preuve que la doctrine nucléaire de la Chine évolue depuis des décennies. La Chine a longtemps adopté une dissuasion minimale et une stricte politique de non-recours en premier, ne gardant que l'arsenal nécessaire pour riposter à une attaque. Mais le rapport du Pentagone de 2024 a suggéré que la Chine abandonne cette approche, au lieu de simplement s'assurer qu'elle peut infliger des dégâts limités en représailles. La Chine cherche désormais à avoir la capacité d'infliger des niveaux de dégâts écrasants bien plus importants à un adversaire lors d'un échange nucléaire, ainsi qu'à mener plusieurs vagues de contre-attaques. Les évaluations du renseignement américain suggère que la Chine s'oriente vers une posture de lancement sur alerte, ce qui signifie qu'elle lancerait ses armes nucléaires immédiatement après avoir détecté une attaque entrante, au lieu d'attendre la première frappe. C'est l'une des politiques les plus dangereuses de la guerre froide, car elle augmente le risque d'une guerre nucléaire accidentelle, à cause de fausses alertes ou d'une erreur de calcul. Alors, comment ces 3 puissances nucléaires diffèrent-elles dans leur approche des armes nucléaires ? Les États-Unis n'ont jamais adopté de politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire, gardant la possibilité de les utiliser en premier dans des circonstances extrêmes. Les États-Unis s'engagent à ne pas utiliser d'armes nucléaires contre les pays signataires du traité sur la non-prolifération qui respectent leurs obligations. Mais cette assurance de sécurité négative ne s'applique pas à la Russie, à la Chine ou à la Corée du Nord. L'examen de la posture nucléaire de 2018 de l'administration Trump a considérablement élargi la définition des circonstances extrêmes pouvant justifier l'utilisation d'armes nucléaires, y compris des attaques non nucléaires importantes contre les forces américaines, leurs alliés ou des infrastructures critiques. Pendant l'ère soviétique, la Russie suivait une politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire, mais elle l'a abandonnée en 1993 après l'effondrement de l'Union soviétique et l'affaiblissement de ses forces conventionnelles. La doctrine russe, révisée en novembre 2024, autorise l'usage du nucléaire en réponse à des attaques nucléaires, d'armes de destruction massive ou des attaques conventionnelles menaçant l'existence de l'État. Mais la Russie semble avoir développé le concept d'escalade pour désescalader, utilisant une frappe nucléaire limitée au début d'un conflit pour choquer un adversaire et le pousser à reculer. Penser que déployer des armes nucléaires apaiserait la situation au lieu de provoquer une guerre totale est, franchement, terrifiant. La Chine maintient une politique officielle de non-recours en premier à l'arme nucléaire depuis qu'elle a développé des armes nucléaires en 1964. Contrairement aux États-Unis et à la Russie, la Chine stocke traditionnellement ses ogives séparées de ses missiles, rendant une frappe surprise quasiment impossible. Comme nous l'avons vu, des signes montrent que cela change. L'accumulation massive de missiles et d'ogives, le développement de satellites d'alerte précoce et la construction de nouveaux champs de silos. Tout cela suggère que la Chine pourrait évoluer vers une posture de lancement sur alerte. Alors que la Chine a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement de non-recours en premier à l'arme nucléaire, notamment lors d'une conférence de presse du ministère chinois des Affaires étrangères, fin 2024, lorsque la porte-parole Mao Ning a déclaré que la Chine suivait une politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire et une stratégie nucléaire axée sur l'autodéfense. Certains analystes se demandent si cette politique tiendrait dans un conflit menaçant la survie du Parti communiste chinois. Des rapports de l'Agence de renseignement de la défense suggèrent que la stratégie de la Chine inclut probablement la possibilité d'une frappe nucléaire en réponse à une attaque non nucléaire menaçant la viabilité des forces nucléaires chinoises. La Defense Intelligence Agency a ajouté que Pékin pourrait aussi recourir à l'arme nucléaire si une défaite militaire à Taïwan menaçait gravement la survie du régime.
Parlons maintenant de ce qui rend une guerre nucléaire entre grandes puissances fondamentalement différente de tout conflit dans l'histoire, y compris Hiroshima et Nagasaki. En 1945, les États-Unis ont utilisé la bombe atomique sur le Japon et ont atteint l'objectif voulu. Choqué par l'ennemi, le Japon s'est rendu, il ne pouvait pas riposter avec des armes nucléaires. L'emploi de 2 bombes a terminé la guerre. Mais un échange nucléaire entre les États-Unis, la Russie ou la Chine serait complètement différent. Les 3 nations possédent des capacités de seconde frappe survivables. Ils possèdent des sous-marins pouvant rester cachés des mois, des lanceurs mobiles déplaçables en permanence, et des systèmes de commandement assurant la riposte. Même si les dirigeants sont éliminés, cela crée une structure d'incitation terrifiante. Si l'une de ces nations croyait qu'une attaque nucléaire était imminente, ou qu'elle était sur le point de perdre une guerre conventionnelle à un point tel que son existence était menacée, ces dirigeants subiraient une pression énorme pour lancer une frappe en premier et tout lancer. Sinon, attendre simplement signifie que vos armes pourraient être détruites avant que vous ne puissiez les utiliser. C'est l'instabilité fondamentale que crée la posture de lancement sur alerte. Si la Russie ou la Chine pensent que les États-Unis pourraient utiliser une force écrasante, quelle qu'en soit la forme, leur premier réflexe serait d'essayer de neutraliser les systèmes défensifs et de riposte américains avant qu'ils ne puissent réagir. Cela consiste à lancer des centaines ou milliers d'ogives en même temps. Les États-Unis, après détection, auraient alors 6 à 30 minutes pour décider de riposter. Avant qu'elles ne soient détruites dans leur silo, le résultat ne serait pas 1 ou 2 bombes mettant fin à une guerre. Ce serait plus de 3000 ogives qui exploseraient à travers l'hémisphère nord en moins d'1 heure. Les grandes villes seraient vaporisées, les installations militaires deviendraient des cratères, des impulsions électromagnétiques détruiraient les systèmes électroniques à travers les continents. Et ça, ce n'est que la première heure. Selon les estimations, les incendies causés par des centaines de détonations projetteraient entre 5 et 150 millions de tonnes de fumée et de suie dans la stratosphère. Ce carbone noir absorberait la lumière solaire, entraînant une baisse des températures mondiales jusqu'à 14 degrés Celsius dans les 2 années suivantes. Contrairement à Hiroshima et Nagasaki, il n'y aurait aucun vainqueur, seulement des milliards de morts, et tout l'ordre mondial s'effondrerait. Alors, qui possède les armes nucléaires les plus meurtrières ? La Russie détient le plus d'ogives et a montré la plus grande volonté de les utiliser. Les États-Unis disposent des systèmes de livraison les plus sophistiqués et de la force nucléaire la plus expérimentée. La Chine se développe plus rapidement que prévu et met au point certaines des armes les plus avancées. En réalité, dès que vous possédez assez d'armes nucléaires pour anéantir la civilisation, ce qui est le cas des 3 nations depuis longtemps, les comparaisons perdent tout leur sens. C'est comme demander qu'est-ce qui est le plus mortel, un tsunami ou un typhon, alors que les 2 peuvent tuer tout le monde. L'essentiel est de savoir si ces armes seront utilisées un jour, et la seule garantie qu'elles ne le soient pas passe par la diplomatie, les accords de contrôle des armements et la non-prolifération. La Russie a suspendu sa participation au nouveau traité de réduction des armes stratégiques en février 2023, le dernier grand accord de contrôle des armements entre Washington et Moscou. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été abandonné en 2019. Le moratoire sur les essais nucléaires, en vigueur depuis 1992, subit des tensions croissantes. Parallèlement, les 3 nations modernisent leurs arsenaux. A l'inverse, le président Trump a suggéré qu'il pourrait travailler sur un plan de dénucléarisation avec la Russie et la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères semble avoir fait écho à ce sentiment dans ses propres déclarations sur le maintien des politiques existantes. Mais il reste à voir si ces déclarations mèneront à des progrès concrets. Les armes existent, les systèmes de livraison sont opérationnels, les structures de commandement sont en place. Tout ce qui empêche une catastrophe nucléaire, c'est la rationalité continue de quelques dirigeants mondiaux et l'absence d'une seule erreur de calcul catastrophique. Et la seule façon d'empêcher que cela n'arrive, c'est que les puissances nucléaires du monde acceptent, vraiment acceptent, que ces armes ne doivent jamais être utilisées. Et de construire l'architecture diplomatique nécessaire pour garantir que cet accord tienne, même en temps de crise. Merci d'avoir regardé. Maintenant, si vous voulez savoir exactement comment une guerre nucléaire potentielle pourrait se dérouler, consultez notre analyse détaillée, et on se retrouve la prochaine fois dans l'émission militaire.